4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating away. Salut les amis, c'est le Physicrate et aujourd'hui on va continuer notre playlist. Donc les raisons pourquoi est-ce que ce que disait Bohr n'était pas bête. Aujourd'hui on va continuer par un principe appelé le principe d'incertitude de Heisenberg, qui a aussi été décisif dans la théorie probabiliste de Bohr. Dans cette vidéo on ne veut pas parler des conséquences qu'a eu le principe d'incertitude sur le modèle de l'atome, ça on va en parler dans la prochaine vidéo. On va vraiment énoncer ce que c'est. Alors cette vidéo sera peut-être un petit peu plus mathématique que d'habitude, mais je vous rassure, c'est rien de compliqué, c'est des divisions, des multiplications. Basique, simple, basique. Alors je vais commencer par vous énoncer le principe d'incertitude, avec des mots très simples. Pour un objet quantique, donc une particule, on ne peut pas mesurer simultanément la position et la vitesse précises pour les deux. C'est-à-dire que une des deux valeurs sera précise et l'autre ne le sera pas. Donc si vous mesurez la vitesse d'une particule, automatiquement sa position sera floue et vice-versa. Vous me direz pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Alors c'est hyper simple à comprendre, on va le comprendre avec deux cas. Le premier, c'est où on veut mesurer la position d'une particule. Pour mesurer la position d'une particule, il suffit de bombarder la particule avec des photons et voir où ça se réfléchit. Et là où ça se réfléchit, grâce à des détecteurs, on peut trouver la position de la particule. Ça, c'est pas forcément intéressant à savoir. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on envoie des photons, une partie sera absorbée. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, les photons, c'est de l'énergie. Et cette énergie sera transformée par de l'énergie cinétique. Ce qui va donner de la vitesse à la particule. Donc, on mesurera la position précisément, mais au moment où on calculera cette position, on la mesurera, au moment où ça se produira, on fera varier la vitesse, puisque à ce moment, la particule a absorbé un ou plusieurs photons. Donc les deux mesures sont impossibles simultanément. Alors juste pour l'intérêt, comment est-ce qu'on mesure l'énergie d'un photon? Par une loi très très simple qui est appelée la loi de Planck, qui est en fait la multiplication de la constante de Planck multipliée par la fréquence de ce photon. Alors vous avez peut-être entendu déjà parler de fréquence et de longueur d'onde d'une lumière. C'est en fait ce qui définit la lumière si on est dans le domaine visible, dans les rayons X, dans les ultraviolets, dans les infrarouges, etc. On en reparlera plus précisément de la vraie définition de ces deux grandeurs dans une autre vidéo. Alors, une fois que vous avez mesuré cette énergie, vous voudrez savoir, une fois que la particule absorbera ce photon, quelle sera la vitesse de la particule. Étant donné que l'énergie se transforme en énergie cinétique. Ça signifie que à partir de cette énergie cinétique, on va pas pouvoir calculer la vitesse. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule qui nous dit que l'énergie cinétique est égale à 1/2 multiplié par la masse du système, en l'occurrence la particule, multiplié par sa vitesse au carré. Alors vous pouvez renverser la formule et en déduire la vitesse, étant donné que vous connaissez l'énergie cinétique. Et donc ce sera tout simplement, la vitesse est égale à la racine carrée de 2 multiplié
par l'énergie cinétique divisé par la masse. Alors imaginez que vous voulez d'abord mesurer la vitesse de la particule. Alors automatiquement, on ne pourra pas connaître avec précision la position de la particule. Imaginons que vous avez une trajectoire assez courbe comme ça, et que sur la trajectoire vous avez un point C, et que vous aimeriez donc calculer la vitesse instantanée qu'a le système lorsqu'il passe en ce point. La vitesse instantanée, c'est la vitesse en un point. Alors dans ce cas-là, il faudra que vous preniez un point A et un point B qui sera entre le point C. Donc vous voyez le schéma qui s'apparaît à l'écran. Et comment est-ce que vous allez calculer la vitesse de C? C'est hyper simple. C'est en fait la distance entre B et A divisé par le temps où on en est depuis le début de l'expérience à B moins le temps où on en est sur A. Et là où vous voyez peut-être un problème, c'est qu'en fait le point C, il peut se situer n'importe où entre A et B. Alors dans la vraie vie, c'est pas très grave. Je veux dire, prenons l'exemple d'un radar, puisqu'un radar fonctionne sur ce principe. Lorsque les flics veulent prendre la vitesse de votre voiture. Alors, vous ne pourrez pas prétendre lorsqu'ils vont vous arrêter que non, votre radar ne fonctionne pas parce que mécanique quantique, tout ça, et pas à cause du principe d'incertitude de Heisenberg, non. Parce que votre voiture ne va pas changer de vitesse toutes les 2 secondes, donc la vitesse restera globalement la même entre le point A et le point B. Mais dans le monde du microscopique, c'est différent. La vitesse change hyper rapidement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez connaître une vitesse entre A et B. Ça, on ne peut pas le contester. Vous allez la connaître. Mais vous ne saurez pas à quel point est-ce que cette vitesse sera affiliée précisément, étant donné qu'il y a une infinité de points entre A et B. Et donc là, si on prend le problème à l'envers, vous avez un autre exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mesurer en même temps, précisément, la vitesse et la position? Parce que là, on connaît la vitesse précisément, mais on ne sait pas à quel point la vitesse est affiliée. Donc on ne connaît pas précisément la position du système. Alors pour finir, Heisenberg nous a pondu ça. Alors vous vous direz, c'est quoi ça? Et qu'est-ce que ça va nous donner comme info sur les atomes et le comportement des électrons? Et bien comme ça, pas grand-chose. C'est la façon dont vous allez l'appliquer. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie formule? Que l'incertitude de la quantité de mouvement, on reviendra sur ce que c'est la quantité de mouvement, l'incertitude c'est en fait à quel point vous ne savez pas, donc, qui est noté delta. Par exemple, une incertitude de 10%, ça veut dire que vous avez une précision de 90%, donc 90% pour la vitesse. Et donc en fait, donc une incertitude de 10%. Mais dans la formule, vous allez devoir diviser par 100. Donc ça sera 0,10 en l'occurrence. Donc multiplié par la quantité de mouvement, multiplié par l'incertitude sur la position, donc là encore, parce que vous avez compris le délire d'incertitude, sera égal ou plus grand que 1/2 multiplié par la constante de Planck réduite, qui est une autre constante qu'on peut calculer à partir de la constante de Planck qu'on a déjà évoquée. Et alors c'est quoi la quantité de mouvement? C'est la masse multipliée par la vitesse. C'est-à-dire, pour faire simple, pour un système ayant une certaine énergie cinétique, si il pèserait 1 kg, parce que
l'unité internationale de la masse c'est le kilogramme et non le gramme, alors il irait à telle vitesse, en mètres par seconde. Là par contre l'unité internationale est le mètre par seconde. Et donc là, vous avez ce qui va déterminer, en quelque sorte, la fausseté de l'atome. Mais comme ça ne vous dit rien, c'est normal, parce que on va essayer d'interpréter avec des calculs qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on l'applique à l'atome. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo, donc la 3e de la playlist. C'était le Physicrat, ciao. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple.